Elle s'est moquée de lui à sa fête d'anniversaire. Puis il a discrètement pris la maison. Les verres à vin brillaient encore de condensation, intacts, quand elle s'est agenouillée et a tendu une bague en plastique, comme dans une mauvaise scénette de lycée. Sa robe était juste un peu trop moulante, son rire un peu trop fort, et ses yeux, ses maudits yeux, pétillaient, mais pas pour moi. Ils étaient fixés sur Kyle, la nouvelle recrue de son service, le type qui pensait qu'une cravate desserrée le rendait charismatique. « Veux-tu prendre la relève de ce vieil homme » a-t-elle dit assez fort pour que toutes les têtes se retournent. Toutes les têtes sauf la mienne. L'atmosphère s'est figée. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin. Une de ses amies s'est étouffée avec un gloussement qui a immédiatement semblé coupable. Quelqu'un a murmuré « bon sang » entre ses dents. Et Kyle, le pauvre bougre, avait l'air de vouloir se cacher sous le gâteau d'anniversaire, mais elle n'a pas bronché. Elle a continué à sourire comme si tout était hilarant, comme si elle était la reine d'une sitcom à laquelle personne d'autre n'avait accepté de participer. « Allez, détends-toi. » « C'est une blague » a-t-elle gazouillé, mais ses yeux se sont tournés vers moi une seule fois pour vérifier. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté de verre, je n'ai pas fait la scène habituelle du mari blessé qui s'en va en claquant la porte. Je me suis simplement levé, j'ai plié ma serviette avec une lenteur délibérée et je l'ai placée à côté de mon steak intact. Puis j'ai levé mon verre, ni à elle, ni à lui, ni à personne, et je suis sorti par la porte latérale. Sans un mot. Le silence qui m'a suivi était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Dehors, le froid m'a frappé comme une gifle. Les lampadaires bourdonnaient faiblement au-dessus de ma tête, et le trottoir brillait encore d'une pluie antérieure. Je suis resté là un instant, respirant l'air de la ville comme s'il pouvait nettoyer quelque chose en moi. Je n'ai pas allumé de cigarette. Je ne fume pas. Je n'ai pas pleuré. Je ne fais pas ça en public. Je suis juste resté là, les mots, prendre la relève de ce vieil homme, se répétant dans ma tête comme un disque rayé. Elle l'a dit avec ce sourire cruel et répété qu'elle utilise lorsqu'elle joue pour un public. Elle est sortie après moi environ 5 minutes plus tard. Le cliquetis rapide de ses chaussures, la voix trop enjouée. « Oh mon Dieu, chérie. Sérieusement, tu es si dramatique. C'était juste une blague. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Elle a essayé de passer son bras sous le mien. Je l'ai laissé tomber. « Va finir ta scénette » ai-je dit d'un ton plat. Pas de colère, pas de mordant. Juste ce calme détaché qui l'a toujours plus effrayé que les cris ne l'ont jamais fait. « Oh, allez. Tu te ridiculises maintenant. » Ce fut la dernière chose qu'elle a dite avant de retourner vers le restaurant, marmonnant quelque chose à propos de son sac à main. Elle n'est pas ressortie, mais son père, si. Il est sorti dans la ruelle derrière moi, les épaules raides, la mâchoire serrée. L'homme qui m'avait dit un jour, quand je lui avais demandé sa bénédiction, que le mariage consiste à protéger les gens que l'on aime, pas à les mettre à l'épreuve. Je ne l'avais pas regardé dans les yeux de toute la soirée. Pas depuis qu'elle s'était agenouillée devant tout le monde. Pas depuis qu'il l'avait regardé m'humilier. Il n'a pas parlé, il est juste resté à côté de moi, les mains dans les poches, regardant passer les feux arrière. « Tu l'as vu » ai-je finalement dit. Ma voix semblait plus lourde que prévu. Il a hoché la tête une fois, lentement. « Oui. Tu penses toujours qu'elle est juste impulsive. » Une autre pause. Puis, je n'ai pas ri. C'est à ce moment-là que j'ai su. Il avait lui aussi franchi une ligne dans son esprit. Même s'il ne l'a pas dit à voix haute, le silence entre nous n'était pas de la solidarité. Pas exactement. Mais ce n'était pas non plus de la condamnation. C'était l'immobilité mal à l'aise de deux hommes qui avaient tous deux vu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas oublier. Je ne suis pas retourné à l'intérieur. J'ai fait le tour du pâté de maison et j'ai fini dans un restaurant où nous allions souvent avant que le mariage ne commence à s'effilocher. J'ai commandé un café que je n'ai pas bu et j'ai fixé le sol en linoléum à carreaux comme s'il pouvait m'offrir des réponses. Mon téléphone a vibré une fois, puis deux, puis s'est arrêté. Probablement elle. Probablement en train d'essayer de déformer la vérité, pensant probablement que je m'en remettrais parce que ce n'était qu'une blague. Mais on ne revient pas d'une blague comme celle-là. Pas quand elle est dite devant mes collègues, ses collègues, mes amis. Pas quand elle a atterri comme un poignard et qu'elle a quand même essayé de la vendre comme une farce. Et pas quand son père m'avait regardé de cette façon. Je suis rentré seul, laissant derrière moi les ballons et les bougies. La lumière du porche était toujours allumée,
comme si la maison ne savait pas que quelque chose avait changé. Mais moi, je le savais. Et en suspendant mon manteau, je suis passé devant la porte du bureau. Cela faisait des années que je n'avais pas ouvert le tiroir du bas. Des années que je n'avais pas touché à ces dossiers. Mais ce soir, la blague était terminée et la paperasse commençait. Le bureau sentait encore faiblement le tonneur d'imprimante et le vieux cèdre, une relique de l'époque où je travaillais à plein temps à la maison, avant que les choses ne deviennent chargées pour elle. Ces derniers temps, elle n'entrait ici que pour y jeter des factures ou poser des dossiers fiscaux sur le bureau avec un « tu peux t'en occuper » sec. La lampe de bureau a vacillé une fois quand je l'ai allumée, projetant une faible lumière ambrée sur les tiroirs que je n'avais pas ouverts depuis des années. Je me suis assis. Ma chaise a grincé comme si elle désapprouvait. Peut-être que c'était le cas. J'ai tendu la main et j'ai tiré sur le tiroir en bas à droite, coincé par manque d'usage. Il a résisté une seconde, puis s'est ouvert avec un frémissement, comme s'il se réveillait. À l'intérieur, de la poussière, un dossier en manille délavé avec le nom de mon oncle manuscrit en lettres capitales militaires et un épais classeur juridique bleu marine. Je n'ai pas eu besoin de vérifier l'étiquette pour savoir ce que c'était. La convention postnuptiale. Son idée, bien sûr, à l'époque où elle parlait encore d'autosuffisance et de mariage moderne. Nous étions assis dans ce restaurant de brunch hors de prix qu'elle adorait. Tout avocat et briques apparentes, quand elle a lancé l'idée pour la première fois. Un mimosa à la main, les yeux parcourant le menu comme si de rien n'était. Je pense juste que c'est responsable, a-t-elle dit. Comme des contrats de mariage, mais pour les adultes. D'ailleurs, je ne l'utiliserai jamais. J'ai hoché la tête à l'époque, comme toujours. Et quand les papiers sont arrivés, elle les a parcourus une fois, a signé sans lire. Je le sais parce qu'elle a laissé une trace de rouge à lèvres sur le coin de la page en me la rendant. Elle dérivait déjà vers son téléphone. Peut-être que Kyle lui envoyait déjà des textos à l'époque, qui sait. Mais moi, je l'ai lu à l'époque, et maintenant. J'ai sorti le classeur et j'ai feuilleté les pages. Le doux bruissement du parchemin juridique épais était étrangement apaisant. La plupart du contenu était standard, le genre de clauses ajoutées par des avocats d'affaires, mais j'avais insisté sur quelques ajouts spécifiques. Un en particulier, enfoui à la page 12, sous-section 17, paragraphe B. Mon doigt planait maintenant dessus. En cas de comportement de l'une des parties jugé publiquement humiliant ou préjudiciable à la réputation de l'autre lors d'un rassemblement familial ou d'un événement personnel marquant, les actifs détenus conjointement pourront être réévalués et reclassés comme attribuables individuellement en vertu des protections fiduciaires existantes et soumis à une réaffectation accélérée. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Ce n'était qu'une précaution à l'époque, une issue de secours hypothétique. Elle avait même plaisanté lorsque nous avions signé. Tu crois que je vais te ridiculiser à ta propre fête de retraite? Je n'avais pas ri non plus à ce moment-là. J'ai refermé le classeur doucement, comme s'il était chargé. De l'autre côté de la pièce se trouvait un coffre-fort poussiéreux, caché derrière la bibliothèque. Je n'en avais pas eu besoin depuis que j'avais arrêté de gérer l'entreprise, mais la clé était toujours accrochée à un clou derrière l'armoire. Je l'ai ouvert et j'ai placé le classeur à l'intérieur, avec le dossier de succession de mon oncle. C'était une autre chose qu'elle avait commodément oubliée lorsque nous avions acheté la maison. C'est mon héritage qui a couvert les 50% initiaux. Elle aimait dire que, nous, l'avions acheté, mais le chèque de banque venait d'un fonds fiduciaire à mon nom, pas au sien. À l'époque, ça n'avait pas d'importance. À l'époque, je l'aimais. C'est drôle comme les gens ne se souviennent que des parties de l'histoire qui les arrangent. Avant de fermer le coffre-fort, j'ai attrapé le vieux dossier qui contenait nos documents de refinancement. Signé il y a 6 ans. Sa signature, claire comme le jour, acceptant de retirer son nom pour obtenir un meilleur taux. Elle s'en fichait. Elle était occupée à planifier des vacances. Signe tout ce dont il a besoin, avait-elle dit à son père quand il lui avait demandé si elle avait examiné les papiers. Je lui fais confiance. Je parie que oui. Je parie qu'elle pense encore que la confiance signifie que je me laisserai faire après avoir été humilié devant 50 personnes pendant qu'elle fait une fausse demande en mariage à un analyste junior avec une belle mâchoire et pas de colonne vertébrale. Je me suis rassis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un court email à mon avocat. Objet, activation de la clause 17B. Rien de plus. Il comprendrait. Dehors, par la fenêtre, les lumières de notre jardin se sont allumées automatiquement. Mouvement détecté. Peut-être un écureuil. Peut-être le vent.
Ou peut-être juste la maison réagissant à un nouveau changement de propriétaire que personne d'autre n'avait encore remarqué. Je me suis penché en arrière, fixant le plafond. Pas en colère, même pas triste, juste alerte. Elle pensait m'avoir humilié devant une foule. Ce qu'elle a réellement fait, c'est me remettre les clés de mon propre plan de sortie. Emballé dans un joli paquet cadeau, devant témoin. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était de tourner la clé. La clause 17B n'était pas quelque chose que l'on trouve dans les modèles juridiques standards. Ce n'était pas quelque chose que la plupart des avocats prendraient la peine de rédiger. C'était le genre de clause qui se faisait regarder de travers et souligner, suivi d'un appel téléphonique demandant « Êtes-vous sûr de vouloir ça là-dedans ?» Mon avocat, un homme nommé Bureau avec une tache de café perpétuelle sur sa manchette et un talent pour instrumentaliser les notes de bas de page, m'avait appelé le jour où nous avions finalisé la convention postnuptiale. « Vous voulez vraiment garder cette clause sur l'humiliation publique ?» avait-il demandé en tapotant la page. « Ce n'est pas standard. »« C'est tout l'intérêt », lui avais-je dit. Il m'avait longuement regardé, mi-avocat, mi-thérapeute, et avait dit « Alors je vous conseille de conserver tous les enregistrements et horodatage si jamais elle entre en jeu. Il y a des années, j'avais créé un fichier sur un vieux disque dur poussiéreux nommé « Si nécessaire ». J'y stockais des enregistrements, des déclarations, des reçus, tout ce qui pouvait offrir un contexte, une vérification ou des munitions si cette clause hypothétique cessait un jour d'être hypothétique. C'était devenu plus un artefact qu'un plan. Je n'attendais pas ce moment. Je n'entourais pas de dates sur les calendriers ni ne fantasmais sur la vengeance. Je connais juste les gens. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que certaines promesses commencent à pourrir dès qu'elles sont faites. Et maintenant, assis dans mon bureau, l'écran bleu terne projetant des ombres à travers la pièce, j'ai cliqué pour ouvrir le dossier. Le clip vidéo de la fête d'anniversaire m'avait déjà été envoyé par un ami commun, quelqu'un qui avait eu assez de décence pour enregistrer le moment, non pas pour les ragots, mais pour la clarté. C'était court, flou, mais ça capturait parfaitement le moment. Elle, à genoux, la bague en plastique tendue, transformant toute la pièce en un théâtre de l'humiliation. Les rires, le silence, mon visage. J'ai sauvegardé le fichier dans un nouveau répertoire intitulé « Événement clause 17 ». Ensuite, j'ai ouvert le portail de messagerie sécurisée et j'ai téléchargé les documents pertinents, la convention postnuptiale, l'acte de fiducie, les documents de refinancement et la confirmation signée de sa reconnaissance de la clause avec ses initiales dans la marge. Fait pendant un brunch, juste avant qu'elle ne commande les mimosas à volonté. L'ironie ne peut être plus amère. J'ai écrit une seule ligne dans l'email à Bureau. La clause 17 est maintenant en jeu, agissons. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je me suis assis et j'ai fixé l'écran. Il n'y avait aucune euphorie, aucun frisson. Ce n'était pas une scène de film où l'homme bafoué sourit à la première frappe de la justice. C'était un moment de tableur, un moment de classeur, une manœuvre tactique dans une longue guerre que ni l'un ni l'autre n'avions ouvertement reconnue, mais que tous deux menions par de petites bassesses depuis des années. Ce qu'elle ne comprenait pas, ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que je ne crie pas. Je ne publie pas de diatribe en ligne. Je ne jette pas d'assiette ni ne fais de scène. Ce genre de drame m'a toujours semblé bon marché. Temporaire. Une montée de sucre de colère qui ne laisse qu'un mal de tête. Ce que je fais à la place, c'est planifier. À cet instant, j'ai réalisé qu'elle ne se souvenait probablement même pas de la clause. Elle ne se souvenait probablement pas d'avoir signé cette fichue convention postnuptiale. Elle ne lit presque plus rien de plus long qu'une légende de nos jours. Tout son souvenir de cette époque se résumait probablement à une photo de #brunch et à une jolie épingle qu'elle avait volée au cabinet d'avocat. Elle portait ce moment comme un accessoire. Je le portais comme une armure. Le langage juridique était spécifique. En cas d'humiliation publique ou de préjudice à la réputation infligée lors d'un événement familial. Cette fête était à la fois familiale et publique. Et j'avais une salle pleine de témoins, un fichier vidéo et la date estampillée sur l'email d'invitation qu'elle avait elle-même envoyé depuis notre compte joint. Même le lieu, notre maison, jouait en ma faveur. La maison n'était pas seulement le décor. C'était le champ de bataille. Et elle y avait amené son petit soldat de plomb avec un sourire narquois et une bague de distributeur automatique. Bureau a répondu en moins d'1 heure. Reçu. Confirmation que la clause est exécutoire telle qu'elle est rédigée. Nous commencerons à rédiger les documents de réaffectation en vertu de la clause d'accélération de la fiducie. Je vous enverrai quelque chose d'ici demain matin.
Une question, la notifions-nous ou laissons-nous arriver par courrier? J'ai fixé cette dernière phrase pendant un moment. La notifier ou la laisser arriver par courrier? C'était la question qui séparait les hommes des garçons, la rage de la stratégie, le théâtre de la conséquence. J'ai répondu, courrier. Laissez l'enveloppe parler. Et puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Juste comme ça. Le coup était parti. Silencieusement, proprement, légalement. Et elle n'entendrait pas le coup de feu avant que la balle n'atteigne la cible. La première fois que j'ai rencontré son père, il m'a regardé comme s'il évaluait un entrepreneur, mesurant si ma colonne vertébrale était droite, si ma poignée de main disait « stable » ou « fuyante ». À l'époque, je pensais que c'était un instinct de protection. Plus tard, j'ai réalisé que c'était un instinct de propriété. Le genre d'homme qui pense qu'une fille est quelque chose que vous louez temporairement à un autre homme jusqu'à ce qu'elle se brise ou vous déçoive, auquel cas vous la reprenez ou vous blâmez le mari. Pourtant, j'ai joué le jeu, souriant à travers les cigares sur sa terrasse. J'ai ri quand il racontait des blagues démodées sur le mariage étant la plus longue peine de prison d'un homme. Je l'ai laissé parler par-dessus moi quand nous discutions de la maison, car je savais quelque chose qu'il ignorait. Le pouvoir n'est pas bruyant. Il se niche dans les clauses, les marges et les signatures que vous ne prenez pas la peine de lire parce que vous supposez que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Il nous a aidés pour la compte, une partie. À l'époque, il a appelé cela un « investissement dans l'avenir de ma petite fille », mais a insisté pour être mentionné sur l'acte d'achat original. Pas la propriété, pas même une participation, juste de la visibilité. Il voulait se sentir impliqué. Et elle, bien sûr, l'a loué comme s'il était un roi bienveillant. C'est mignon, m'a-t-elle dit plus tard. Il veut juste se sentir utile. Utile. Encore ce mot. Quand les taux d'intérêt ont chuté un an plus tard, j'ai suggéré de refinancer. Elle a à peine levé les yeux de sa tablette. Quoi que tu aies besoin que je signe, mets-le juste devant moi. C'est ce que j'ai fait. La banque, le notaire, tout s'est passé dans un flot silencieux. Ce qu'elle n'a pas réalisé, ce qu'aucun des deux n'a pris la peine de comprendre, c'est qu'en restructurant l'hypothèque à mon nom, le soi-disant investissement de son père a été silencieusement converti en un don. La trace écrite se terminait à moi. Son nom a disparu des documents. La réalité juridique, il m'avait donné de l'argent sans condition, et je l'avais remercié avec une bouteille de scotch et un sourire. Aucun des deux n'a jamais posé de questions, et je n'ai jamais corrigé l'illusion. Pourquoi l'aurais-je fait? Laissons-les croire ce qu'ils voulaient croire. Laissons-le bomber le torse et parler de « la maison que je vous ai aidé à avoir ». Laissons-la l'utiliser comme levier lors des disputes. Eh bien, ce n'est pas seulement ta maison, mon père a aidé. Je hochais simplement la tête et retournais laver la vaisselle. Il y a un type de pouvoir spécifique à laisser quelqu'un penser qu'il a gagné une négociation à laquelle vous ne vous êtes jamais présenté. Ce n'était pas de la méchanceté. Pas à l'époque. Juste de la patience. Mais maintenant, cette patience avait mûri en un levier froid. La nuit après la fête, alors qu'elle faisait encore semblant que rien ne s'était passé et envoyait des GIF à ses amis sur les « maris dramatiques », j'étais au téléphone avec Bureau, confirmant ce que je savais déjà. L'acompte n'avait aucune valeur contraignante. Son père n'avait jamais déposé de privilèges, n'avait jamais demandé de participation, n'avait même jamais demandé de reconnaissance de dette. Tout n'était que poignée de main et fierté. La voix de Bureau est parvenue par la ligne, calme, presque ennuyée. Vous voulez que j'inclue une clause de décharge reconnaissant la contribution initiale comme un don sans recours? Absolument, ai-je dit. Et souligné cela dans la correspondance. Reçu. Il a raccroché et j'ai fixé mon reflet dans la vitre du bureau. Pas en colère, pas suffisant, juste clair. La façon dont on se sent quand le brouillard se lève et qu'on voit chaque pièce sur l'échiquier pour ce qu'elle est. Son père se prenait pour un faiseur de rois, mais les rois ne vérifient pas les petits caractères. Les rois ne remarquent pas quand le trône qu'ils pensent avoir construit est discrètement déplacé sous eux. Je me souviens d'un barbecue, il y a peut-être 5 ans. Il avait bué, au milieu d'une histoire sur son temps dans la marine, il s'est penché et a dit, « Tu sais, si les choses tournent mal entre vous deux, souviens-toi juste de qui a vraiment aidé à faire cette maison. » J'ai hoché la tête, souri et lui ai tendu une autre bière. Ce soir, je me suis souvenu de ce moment, non pas avec amertume, mais avec une clarté chirurgicale. Il pensait détenir une carte. Il n'avait même pas réalisé que le jeu avait été truqué. Et quand les lettres partiraient, une pour elle,
une pour lui, ça les frapperait tous les deux comme une rafale de vent dans une cage d'ascenseur ouverte. Pas bruyant, pas violent, juste soudain et irréversible. Le jeu n'était pas terminé, mais l'échiquier avait changé, et ils commençaient à peine à remarquer que la moitié de leurs pièces avait déjà disparu. Le jour du dépôt fut sans histoire, à dessein. Je me suis réveillé tôt, non pas parce que j'étais anxieux, mais parce que l'habitude l'exigeait. J'ai fait du café, noir, sans sucre, j'ai mangé la même barre protéinée que toujours les jours de grandes décisions. Le genre de jour qui ne s'annonce pas comme une guerre, mais qui se déplace comme un prédateur silencieux. Tout était déjà en place. Bureau avait confirmé que les documents étaient prêts. Les mécanismes de la fiducie prêts à s'activer dès que nous lancerions la procédure. La fiducie héritée de mon oncle était structurée comme un champ de mine juridique avec un avantage majeur, une clause d'accélération intégrée. Bureau l'avait conçue il y a des années, construite pour se déclencher si un actif au sein de la structure fiduciaire était jugé sujet à un compromis hostile ou de réputation. Ça sonnait dramatique parce que ça l'était. Mon oncle était un paranoïaque fini. Que Dieu ait son âme. Mais sa paranoïa était mon bouclier maintenant, parce que lorsqu'elle a mis en scène cette blague dans notre jardin, devant nos familles, nos collègues et la moitié du quartier, cette clause s'est illuminée comme un sapin de Noël. À 9 heures précises, la requête a été déposée auprès du comté. Ce ne fut même pas un moment dramatique, juste un ping de confirmation sur mon téléphone. Transfert de propriété initié conformément aux clauses 17b et à l'article 4 de la fiducie. Confirmation en attente de réévaluation. J'ai siroté mon café et j'ai ouvert la porte coulissante du jardin. Le même jardin où elle s'était agenouillée devant son collègue comme si c'était un sketch du samedi soir. Les ballons étaient toujours là, à moitié dégonflés. La tente de restauration avait été démontée, mais les empreintes sur la pelouse n'avaient pas encore disparu. Un bouchon de vin gisait dans l'herbe comme une douille de balle abandonnée. J'ai laissé la porte se refermer derrière moi et j'ai regardé un écureuil se battre avec une mangeoire à oiseaux. À 11h47, le premier email est parti, du bureau de l'évaluateur du comté à sa boîte de réception. Un avis amical et poli concernant une demande de réévaluation liée à un éventuel changement de propriétaire. Langage civil, ton bureaucratique, mais cela aurait tout aussi bien pu être un coup de canon. Pas de réponse, pas à moi en tout cas. Mais à 12h34, j'ai reçu une deuxième notification. Celle-ci en copie cachée du bureau de bureau. Email envoyé à un destinataire, son père. Objet, avis de réaffectation de capitaux propres. Pas de salutation, pas de fioriture, juste un PDF joint avec la déclaration officielle. Une phrase était surlignée en jaune fluo. Toutes les revendications de capitaux propres sont nulles en vertu de la clause 17b. Propriété réaffectée en vertu d'une disposition individuelle conformément à l'application préétablie de la fiducie. Cette phrase avait mis des années à rester là, dormante, comme une arme enterrée. Maintenant, elle était active. J'ai imaginé son père la lisant pendant son expresso de midi. Peut-être sur son téléphone, peut-être imprimé par un assistant qu'il traitait encore comme si on était en 1994. Et j'ai imaginé le moment où il relirait cette ligne encore et encore jusqu'à ce qu'il comprenne enfin. J'avais transformé la maison en un actif unipersonnel du jour au lendemain. Le silence qui a suivi était une confirmation. Pas d'appel, pas de mais, juste un vide où la panique essayait de décider dans quelle direction courir. À 22h03, on a sonné à ma porte. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je suis resté dans mon bureau à regarder les fils de discussion de mai se multiplier. Notification de l'administrateur de la fiducie. Notification de la société de titres numériques. Chaque ligne terne, corporative, sans émotion, parfaitement détachée, comme des machines roulant à travers une forêt d'illusions qu'ils pensaient réelles. Elle n'avait toujours pas envoyé de texto. Plus de blagues maintenant. Pas de « tu es ridicule ». Pas d'émojis aguicheurs. Parce qu'à présent, même elle comprenait que ce n'était pas une dispute pour un canapé ou pour savoir qui gardait le mixeur. Il s'agissait de territoire, de fondation, de l'endroit où elle avait organisé des fêtes, pris des selfies et dit aux gens « notre maison ». Mais ce n'était plus la sienne. Ça ne l'avait jamais vraiment été. Le plus drôle, c'est que je n'étais même pas en colère. Plus maintenant. La colère demande de la chaleur. C'était de la glace. Elle avait fait un spectacle public. J'avais pris une décision privée. Elle m'avait embarrassé avec un public. J'ai répondu avec une signature. Une qui avait du poids.
Une qui avait des implications. Une qu'aucun discours ou excuse ne pouvait défaire. Et le meilleur, c'est qu'elle n'avait même pas encore commencé à le sentir. Le premier appel est arrivé à 13h41. J'étais au pressing, faisant la queue derrière un homme qui se disputait sur les préférences d'amidon, quand son nom a illuminé mon écran. J'ai laissé sonner. 10 secondes plus tard, un autre appel, puis un autre, puis un message vocal. Le temps que je sorte sur le parking, le message s'était déjà à moitié transcrit sur mon écran. C'est quoi cette histoire avec la maison? Pourquoi le comté m'envoie des emails? Elle avait l'air agacée. Pas encore effrayée. Agacée, comme si j'avais changé le mot de passe du Wi-Fi sans le lui dire, comme si c'était un inconvénient qu'elle s'attendait à ce que j'explique avec des excuses penaudes. Je n'ai pas écouté le reste. Pas besoin. Elle naviguait encore sur des suppositions. Vivait encore dans l'illusion que les conséquences étaient des choses qui arrivaient aux autres. Pour être juste, c'était généralement le cas. Elle était séduisante, éloquente, stratégiquement vulnérable quand c'était nécessaire. Le genre de femme qui avait passé sa vie à esquiver habilement la responsabilité avec une combinaison de performance et de charme. Mais le charme ne réécrit pas les contrats. À 15h07, elle a textoté, et « Peux-tu juste me dire ce qui se passe ?» Cet avis de réévaluation est bizarre. Il s'est passé quelque chose avec l'hypothèque? À 16h18, elle a de nouveau appelé. Pas de message vocal cette fois. Et puis le silence, celui qui commence à s'épaissir comme un brouillard rampant sur une falaise. Quand je suis arrivé dans l'allée juste après 18h, les lumières du hall d'entrée étaient déjà allumées. Je me suis arrêté une seconde dans la voiture. Elle était rentrée avant moi. Cela signifiait que la performance allait commencer. Les yeux blessés, la voix douce, peut-être même un peu d'humour autodérisoire sur le « mauvais timing » et « oh mon Dieu, je n'en avais aucune idée ». J'ai ouvert la porte d'entrée. Elle attendait dans la cuisine, toujours dans ses vêtements de travail, talons enlevés, un verre de vin blanc à moitié plein sur le comptoir, intact. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle m'a juste regardé poser mes clés et enlever ma veste. Alors, a-t-elle dit finalement, j'ai reçu des trucs bizarres aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché jusqu'à mon bureau, j'ai ouvert le classeur et j'ai sorti une seule feuille du classeur bleu. J'ai pris mon temps, j'ai laissé le silence s'étirer, je l'ai laissé se demander à quelle page je tournais, quel papier j'allais lui mettre entre les mains. Quand je suis revenu, je ne me suis pas assis. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste tendu le papier comme si c'était un reçu pour quelque chose qu'elle avait oublié d'avoir commandé. Elle l'a pris, les sourcils froncés, l'a parcouru une fois. J'ai regardé sa bouche bouger alors qu'elle lisait le numéro de la clause à voix haute. Clause 17B. La deuxième fois, ses lèvres n'ont pas bougé. Elle est devenue blême. Pas de façon spectaculaire, pas d'une manière qui apparaîtrait dans un film, mais un lent drainage, comme la couleur s'échappant des coins de son visage. C'est vieux, ça, a-t-elle dit finalement. C'est de quand on a. Attends, on a signé ça ensemble? Je n'ai pas répondu. Elle a continué à lire. En cas d'humiliation publique ou de préjudice à la réputation. Ses yeux ont sauté en avant, cherchant des failles, des astérisques, des issues, mais le jargon juridique est sans pitié, sans émoji, sans ton pour adoucir l'impact. Juste de la géométrie froide, clause après clause, conçue pour survivre au gaslighting. Elle a levé les yeux vers moi. Le verre de vin derrière elle reflétait la lumière du plafond comme un projecteur dans un drame policier. Je ne pensais rien de mal avec cette blague, a-t-elle dit, la voix soudain trop forte pour la pièce. Ce n'était pas sérieux. Tu surréagis. Tu surréagis toujours quand on te taquine. Toujours rien de ma part. Mais tu ne peux pas juste prendre la maison. Ça ne marche pas comme ça. On est mariés. On l'a acheté ensemble. J'ai levé une main lentement, puis j'ai tapoté la ligne de signature sur la page qu'elle tenait encore. Son nom, de sa propre écriture. Sa respiration a changé. Plus superficielle maintenant. Pas de rage, pas de larmes, juste un bourdonnement accéléré de panique qui n'avait pas encore trouvé de direction. Elle a posé la page, s'est assise sur le bord du tabouret de cuisine comme si ses jambes avaient décidé qu'on ne pouvait plus leur faire confiance. Tu savais, a-t-elle dit doucement. Tu te souvenais de ça, de toutes ces années. J'ai hoché la tête une fois. Une seule fois. Elle a fixé le papier. Pourquoi n'as-tu rien dit?
Tu n'as pas demandé, ai-je dit. C'était la première chose que je disais depuis mon entrée dans la maison. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Les engrenages tournaient encore, mais ils ne s'emboîtaient pas. Elle réalisait lentement, douloureusement, qu'elle avait déclenché un piège dont elle ne se souvenait même pas de l'existence. Que le petit numéro de comédie improvisé qu'elle avait monté à mes dépens n'était pas seulement de mauvais goût. C'était juridiquement attaquable. Elle a regardé le vin, puis moi. Et puis, pour la première fois de tout notre mariage, elle s'est tue. Pas silencieuse parce qu'elle planifiait sa prochaine réplique. Pas silencieuse parce qu'elle était offensée. Silencieuse parce que, pour une fois, elle ne savait vraiment pas quoi dire. J'ai tourné les talons et je suis monté à l'étage. Elle n'a pas suivi. Il a insisté pour que nous nous rencontrions chez lui. Bien sûr. Le contrôle était son oxygène. Et dans son esprit, le lieu était un levier. Il voulait l'avantage du terrain. Ses parquets polis, ses grandes peintures à l'huile d'homme qui pensaient que la loyauté se mesurait en obéissance. Le genre de maison où le thermostat est réglé sur 20 degrés toute l'année et où l'on est censé geler ou transpirer en silence. Je suis arrivé à 17 heures précises. Pas de blazer, pas de cravate, juste un homme portant un mince dossier noir contenant le genre de document qui n'avait pas besoin de théâtralité. Sa fille m'avait envoyé 4 textos ce matin-là, me demandant de juste lui parler, de l'aider à comprendre. Je n'ai pas répondu. J'ai pensé que les documents feraient l'explication. Il a ouvert la porte avec ce sourire étrange que les hommes plus âgés utilisent quand ils pensent encore avoir le dessus. Pas de poignée de main, juste un rapide « Entrez », comme si j'étais là pour m'excuser. Dès que nous sommes entrés dans son bureau, la performance a commencé. « Tu l'as bien eu ?» a-t-il aboyé, me laissant à peine m'asseoir. « Je me fiche de ce que dit ton avocat. Tu savais qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle signait. » J'ai posé le dossier sur la table basse et l'ai ouvert calmement. La première page, sa propre convention de contribution à la maison, datée, scannée, contresignée, sans aucun privilège, clause ou condition jointe. La deuxième page, le document de refinancement d'il y a 6 ans. La signature de sa fille reconnaissant la consolidation de l'hypothèque à mon seul nom. La troisième page, une copie notariée de la convention postnuptiale. Sa signature à nouveau, ses initiales à côté de la clause 17b. Sa tache de rouge à lèvres, pâle mais présente. Il s'est penché en avant, lisant à grande gorgée. J'ai attendu. Elle n'a pas lu ça, a-t-il marmonné, comme si cela l'excusait. Ce n'est pas ma responsabilité, ai-je dit d'un ton égal. Il s'est levé, a fait les 100 pas, s'est frotté les tempes comme s'il auditionnait pour une publicité contre la migraine. Tu l'as manipulée. Tu savais qu'elle ne comprendrait pas ce jargon juridique. Je n'ai pas bronché. Elle l'a signé 2 fois. Tu étais là quand elle t'a dit que je pouvais m'occuper du refinancement. Tu te souviens. Il s'est arrêté. J'ai vu le déclic. Combien de ses propres souvenirs contredisaient son indignation? Combien de fois lui avait-il dit de juste signer et de faire confiance à cet homme? Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu te caches derrière une technicité. Non, ai-je dit. Je me tiens sur une fondation que tu as aidé à couler. Tu n'as juste pas pris la peine de lire les plans. Sa voix s'est brisée quand il a crié. Tu crois que ça fait de toi un homme? Priver ta femme de sa sécurité pour une blague. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Au lieu de ça, j'ai de nouveau plongé la main dans le dossier et j'en ai sorti la vidéo, mise en pause sur l'image où elle est à genoux, tendant la bague à Kyle comme si elle auditionnait pour une émission de comédie. Son visage était visible en arrière-plan, pâle, peu amusé. Il l'a fixé. N'ose pas instrumentaliser ce moment, a-t-il dit, sa voix soudainement faible. C'est déjà une arme. C'est elle qui a tiré la goupille, ai-je dit. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. Je savais déjà qui il appelait. Son avocat de famille, une sorte de fossile d'une grande université, qui portait probablement des boutons de manchette et utilisait le mot « gentleman » sans ironie. Il a mis l'appel sur haut-parleur. « Roger » a-t-il dit, « nous avons un problème. Le mari de ma fille essaie d'annuler sa part de la maison en utilisant une clause enfouie dans une convention postnuptiale. » Une pause. Puis la voix fatiguée de l'avocat, minuscule à travers le haut-parleur. « Est-ce que ça concerne le dépôt d'activation de la fiducie que j'ai vu ce matin? » Oui, a-t-il lâché. Il réaffecte l'acte de propriété,
dit qu'elle a renoncé à ses droits. L'a-t-elle fait? A demandé l'avocat. Aucune émotion, juste des années de fatigue juridique distillées en 2 syllabes. Elle ne savait pas qu'elle le faisait. Ce n'est pas la question, a dit l'avocat. Elle l'a embarrassé, a-t-il ajouté rapidement. À sa fête d'anniversaire, a fait une sorte de blague stupide. Maintenant, il essaie de tout lui prendre. Il y a eu une longue pause. Puis, l'incident était-il public? Oui, a-t-il dit en crachant le mot. Tout un jardin plein d'invités. Elle a fait une fausse demande en mariage à un collègue comme une foutue folle. Une autre pause. Et puis l'avocat a soupiré. C'était silencieux, mais ça a atterri comme une pierre. Puis, j'ai bien peur qu'il soit propriétaire de la maison. Silence. Le père avait l'air de quelqu'un à qui on avait coupé les ficelles de l'intérieur. Il s'est assis lentement, comme si le poids de cette phrase avait brisé quelque chose dans ses genoux. Il ne peut pas faire ça, a-t-il dit, la voix brisée. Il l'a déjà fait, a répondu l'avocat. J'appellerai le conseil. Je parlerai à l'urbanisme. Je bloquerai la réévaluation. Jim, l'a interrompu l'avocat. C'est béton. Vous lui avez fait un don. Elle a renoncé à ses droits. Il a la documentation, les signatures, même des preuves vidéo pour l'invocation de la clause. Si nous allons au tribunal, il gagne, publiquement. L'appel s'est terminé par un clic sec. Nous sommes restés assis. Personne n'a bougé. La pièce semblait plus petite maintenant. Les peintures paraissaient plus vieilles. Il a fixé le dossier, puis moi, puis quelque part derrière moi, le néant. Je lui ai donné cet argent pour la protéger, a-t-il chuchoté. Non, ai-je dit en me levant. Tu me l'as donné à moi, et je l'ai protégé. J'ai laissé le dossier ouvert sur la table. Qu'il le garde. Qu'il reste avec les fantômes de la paperasse et de la fierté. Dehors, le ciel était clair, froid, mais propre. À l'intérieur, l'effondrement avait déjà commencé. Elle a frappé doucement, comme si la maison pouvait la rejeter avant même que je ne le fasse. Il était un peu plus de 22 heures quand j'ai ouvert la porte, et elle était là, sur le perron, non pas dans une de ses tenues soignées ou avec cette expression répétée qu'elle portait au dîner de famille, juste un jogging, un sweat à capuche de taille trop grand et des pieds nus dans des tongs de marque qui semblaient soudainement déplacés. Son visage était à vif, sans fond de teint, sans mascara, sans armure polie, juste la femme en dessous, celle qui, jusqu'à récemment, croyait que le monde se pliait à ses volontés si elle souriait assez fort. Je pensais que tu m'aimais, a-t-elle murmuré, comme si c'était un mot de passe pour une porte qu'elle avait déjà verrouillée de l'autre côté. J'ai soutenu son regard. C'était le cas. Cette vérité a atterri entre nous comme une assiette qu'on laisse tomber, déjà brisée avant de toucher le sol. Elle a attendu. Elle était douée pour ça, laisser le silence travailler en sa faveur, faire croire qu'elle était la fragile, la victime d'un malentendu qui devrait être balayé d'une étreinte chaleureuse et d'une ardoise vierge. Mais cette fois, le silence ne s'est pas plié dans sa direction. Je ne réfléchissais pas, a-t-elle commencé, la voix cassante. Je ne pensais pas que ça. Bon sang, c'était une blague. Kyle le savait. Tout le monde le savait. Non, ai-je dit. Tout le monde l'a regardé. Elle a tressailli à cela, car elle savait que c'était vrai. Elle n'avait pas seulement fait une scène. Elle en avait construit une, l'avait cadrée, avait prononcé la réplique, avait atteint sa marque. Le problème n'était pas ce qu'elle avait dit. C'était que c'était intentionnel. Elle a regardé par-dessus mon épaule comme si elle pouvait entrer. Comme s'il y avait encore une version de cette histoire où elle pouvait entrer, s'asseoir sur le bord du lit et pleurer pendant que je lui frottais le dos en disant ce qu'elle attendait. Au lieu de ça, j'ai fait un pas en avant et j'ai laissé la moustiquaire se refermer derrière moi. Elle a cligné des yeux, surprise. On peut parler, a-t-elle demandé, mais ce n'était pas vraiment une question. C'était un réflexe. J'ai secoué la tête une fois. Mon avocat me l'a déconseillé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte. Tu es sérieux? Je suis précis, ai-je dit. Tu le sais depuis le jour où je t'ai expliqué les tableaux d'amortissement à notre deuxième rendez-vous. Tu as ri à l'époque, tu te souviens? C'était le cas. Mais elle ne riait pas maintenant. Tu prends ça de manière si disproportionnée. Et tu pensais que t'agenouiller devant un autre homme à ma fête d'anniversaire était une farce inoffensive. Il est gai, a-t-elle lâché.
désespéré maintenant. Kyle est gai, pour l'amour de Dieu. Alors le couteau que tu as utilisé était en caoutchouc, ai-je dit. Tu penses que ça le rend moins humiliant? Elle n'a pas répondu, mais ses épaules se sont affaissées. Ses bras se sont enroulés autour d'elle comme si le froid se faisait enfin sentir. Tu me punis, a-t-elle dit. C'est juste une punition. Non, ai-je dit. C'est une structure. C'est l'architecture que tu as aidé à construire, et maintenant tu es choqué que les fondations ne bougent pas juste parce que tu es désolé. Elle a de nouveau regardé au-delà de moi, les yeux cherchant une sortie qui n'existait pas, où suis-je censé aller? C'est une question pour ton père, ou Kyle, ou quiconque veut se mettre à genoux. Elle s'est mordu la lèvre. Ses yeux brillaient, mais aucune larme n'est venue. Elle ne pleurait pas. Pas vraiment. Pas encore. Elle jouait juste le contour de la tristesse, attendant la prochaine indication. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, a-t-elle essayé de nouveau, et cela sonnait comme une dernière tentative pour faire sortir de la magie des cendres. Je te crois, ai-je dit. Tu t'es juste aimé un peu plus. Celle-là a fait mouche. Sa bouche a eu un tic. Ses yeux se sont durcis pendant une demi-seconde. La colère perçant à travers les fissures de la pitié. Elle était toujours là, juste derrière le masque. Dès qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, l'amour se transformait en ressentiment. Mais pas cette fois. Cette fois, elle n'avait pas de terrain sur lequel se tenir. La scène avait disparu. Le script était déchiqueté. J'ai attrapé la poignée de la porte derrière moi. Elle a reculé comme si je l'avais frappée. Bonne nuit, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Pas de claquement, pas de drame, juste un clic. Elle est restée là un moment de plus, je suppose. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Je n'en avais pas besoin. Dehors, le vent s'est levé. À l'intérieur, la maison s'est enfin sentie silencieuse. Pas paisible, pas guérie, juste silencieuse. Et je ne la laissais pas revenir. Le site web du greffier du comté ne joue pas de fanfare. Il n'y a pas de musique inquiétante lorsque l'acte de propriété est mis à jour, pas de texte rouge criant « Vous avez tout perdu ». Juste une nouvelle ligne sur une page municipale austère, nom du propriétaire, date de dépôt, parcelle réaffectée. Mais quand j'ai rafraîchi la page et vu mon nom listé, seul, sous, propriétaire unique, je me suis assis et j'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Le transfert avait été effectué. Pas de contestation, pas de prolongation, juste une machine bureaucratique silencieuse faisant ce qu'elle fait de mieux, traiter l'inévitable. Cet après-midi-là, la trace écrite est devenue publique. Les bases de données immobilières se sont mises à jour. Les agences de titres se sont synchronisées. Et quelque part entre le déjeuner et l'apéritif, son père l'a découvert. Il ne m'avait pas appelé, bien sûr que non. Il avait encore trop de fierté, même maintenant. Mais j'ai appris par un ami de l'urbanisme qu'il avait essayé de bloquer une réévaluation de permis. Il a prétendu une erreur administrative, a dit que c'était en cours d'examen et a insisté pour un délai. Il avait même mentionné le nom du sénateur de l'État avec qui il avait joué au golf une fois. Ça n'a pas marché. L'équipe juridique de la fiducie avait déjà répondu avant même qu'il n'appuie sur « Envoyer ». La réaffectation était permanente, pas en suspens, pas en attente, définitive, non contestable. Il ne l'a pas bien pris. Apparemment, il a remué ciel et terre. Ami de l'immobilier, avocat spécialisé en droit foncier, il a même essayé de demander une faveur à quelqu'un du bureau des archives qui lui devait un service pour un échange de terrain en coulisses il y a 10 ans. Chaque fois, il s'est heurté au même mur, documentation en béton, formulaire de consentement, dépôt horodaté, piste numérique menant directement à la signature de sa fille. Et à la mienne. La maison, l'héritage familial, comme il aimait l'appeler, était maintenant entièrement à mon nom. Et pire, elle leur avait été enlevée, non pas par un acte de trahison spectaculaire, mais par leur propre apathie, leur signature, leur ignorance, leur arrogance. Le coup de grâce est arrivé au dîner, un dimanche soir tranquille. Apparemment, juste deux. Elle ne mangeait pas, se contentant de pousser des pâtes froides dans son assiette. Il faisait les 100 pas depuis des heures, l'ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine, les documents affichés, toujours convaincu qu'il pouvait inverser la perte. C'est alors qu'il a demandé « Qu'est-ce que tu as dit exactement à cette fête ?» Elle a cligné des yeux. « Quoi ?» Mot pour mot, a-t-il dit. « Quels étaient tes mots ?» Elle a hésité.
pensant probablement que ça n'avait pas d'importance. Ne saisissant toujours pas la gravité. J'ai dit, a-t-elle commencé, la voix incertaine, j'ai dit, veux-tu prendre la relève de ce vieil homme? Et puis j'ai ri. C'est tout. C'était une blague. Elle s'attendait à ce qu'il se moque, peut-être qu'il rit avec le recul, peut-être qu'il marmonne à propos de mon ego et du fait que j'avais toujours été susceptible. Au lieu de ça, son visage s'est complètement vidé. Elle a dit qu'il s'est réellement assis. Tu l'as fait invoquer la clause 17, a-t-il sifflé. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Tu t'es moqué de ton mari lors d'un événement familial devant des témoins. Cette clause n'était jamais censée être activée. C'était juste un pare-feu juridique, une technicité. Mais maintenant, c'est réel. Tu l'as rendu réel. Est-ce que tu réalises seulement ce que tu l'as poussé à faire? C'est à ce moment-là que ça l'a frappé. Pas quand je suis parti. Pas quand elle a reçu l'avis de réévaluation. Pas quand elle se tenait pieds nus sur le porche, suppliant une conversation. Non, le moment où son père l'a regardé dans les yeux. Non pas comme sa petite fille, mais comme celle qui lui avait coûté tout ce qu'il pensait contrôler. C'est là que ça a coulé. Parce qu'elle ne m'avait pas seulement embarrassé. Elle avait actionné le détonateur des illusions de sa propre famille. L'héritage que son père paradait comme un trophée, disparut. La participation dont elle se vantait dans les conversations avec sa bande de brunch, supprimée. Et la maison, le symbole du statut, du contrôle, de la permanence. Elle appartenait à l'homme dont elle s'était publiquement moquée. Il n'a pas crié après ça. N'a pas parlé, apparemment. Il s'est juste levé de table, est allé dans son bureau et a fermé la porte. Elle est restée assise, seule, tenant toujours sa fourchette, ne mangeant toujours pas. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux n'avait réalisé, c'est que je n'avais pas encore fini. Parce que les traces écrites ne s'arrêtent pas aux actes de propriété. Elles se ramifient, elles s'étendent, et elle avait signé plus d'une chose dans sa vie sans la lire. Ce n'était que le début de son éducation. Le jardin avait l'air différent maintenant, non pas parce que j'avais changé quoi que ce soit. Même meuble de patio. Même guirlande lumineuse qui pendait encore d'un poteau comme un fil lâche. Même tache sur le dallage là où quelqu'un avait renversé de la sangria pendant la fête. Mais c'était différent, comme si le sol s'en souvenait. C'était silencieux. Juste moi. La bouteille de Bucharest que je gardais depuis l'automne dernier et mon ordinateur portable ouvert sur la table. La même table où elle avait brandi une bague en plastique comme si c'était une blague. Et la même table où je regardais maintenant les dernières alertes email arriver comme de petites notes d'un univers qui avait finalement pris mon parti. Objet, acte finalisé, parcelle 773B 48. Objet, transfert de titre complet. Confirmation de l'archiviste du comté. Objet, hypothèque résolue, reconnaissance de sol nul. Chacun frappait ma boîte de réception avec le doux son de l'inévitabilité. Je n'ai pas trinqué. Je n'ai rien dit. J'ai juste versé 2 doigts de bourbon dans le verre, les tenu à la lumière une seconde, puis j'ai pris une lente gorgée. Je l'ai laissé brûler jusqu'au bout. À l'autre bout de la ville, elle était probablement assise sur le canapé du salon de son père, une feuille de calcul d'annonce de location ouverte, essayant de savoir combien de temps ses économies pourraient couvrir une caution. Peut-être appelant des amis, demandant des options à court terme, peut-être même essayant d'impliquer Kyle dans le désordre, bien que je doute qu'il décroche. Ce genre d'embarras par procuration a tendance à rompre même la plus forte des fantaisies de « mari de bureau ». Et son père, il était devenu un fantôme. L'homme qui tenait autrefois la cour à chaque dîner, chaque barbecue, chaque 4 juillet, ne pouvait plus regarder ses propres contacts dans les yeux. Une faveur de trop, une supposition de trop. À 18h43, j'ai reçu un texto de Ray, un copain d'université. Il ne connaissait même pas les détails. Il était juste passé devant chez elle en allant chercher son fils au foot. Je viens de voir son père crier dans son allée. On aurait dit qu'il allait jeter son téléphone sur un buisson. Qu'est-ce que tu as foutu? J'ai fixé le message, j'ai souri narquoisement, j'ai répondu, mon anniversaire est arrivé avec un cadeau cette année. Et c'était tout. Pas de montage de vengeance, pas de démolition publique, pas de monologue triomphant. Juste un transfert de pouvoir, signé et scellé, et une femme apprenant lentement que tous les hommes ne partent pas meurtris et suppliants. Certains s'en vont simplement et emportent les fondations avec eux. Le quartier commençait à s'installer dans la soirée.
Les arroseurs se sont mis en marche plus bas dans la rue. Un chien a aboyé quelque part. Le vent a fait teinter les carillons que nous avions achetés ensemble lors d'un voyage à Asheville. Je les ai laissés sonner. J'ai laissé l'air se déplacer dans l'espace comme s'il avait besoin d'étirer ses jambes après avoir retenu son souffle trop longtemps. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message, d'elle cette fois. Juste un mot, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai vidé la dernière gorgée de bourbon et je me suis penché en arrière dans le fauteuil. La nuit où elle s'est moquée de moi, elle avait cherché les rires autour d'elle. Maintenant, il n'y avait que le silence. Et je n'avais pas besoin d'applaudissements. J'avais l'acte de propriété.